va aller vite parce que la journée est dense et il y a beaucoup de mots qui ont déjà été prononcés, des mots très intéressants: résilience, comment habiter nos territoires demain, des postures pas suffisamment anticipées. Le mot anticiper très important ici aujourd'hui et puis surtout reconstruire des vies et ça, en effet, les territoires, ce sont des vies. Alors, il s'agit d'un atelier qui va s'intéresser tout particulièrement à la post-crise et moi, je serai garante tout le long de cet atelier pour qu'on ne s'attarde pas à quelque chose qui est très important, qui est la gestion de la crise. Mais aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est la gestion de la post-crise, parce qu'il nous semble qu'il y a tout un champ là à préparer et que ce n'est pas fait assez suffisamment. Ce champ de la post-crise, c'est cette période de convalescence. Cette convalescence de ce territoire à qui on demande de courir tout de suite le 100 mètres alors qu'il vient juste de sortir de l'hôpital. Donc, pour nous, association nationale, l'enjeu est de savoir comment on peut faciliter et accélérer la reconstruction de cette période qui peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans pour d'autres. Mais on verra tout à l'heure. Alors, on s'est donné, nous, 1 an, pas plus, nous, pour réfléchir à tout ça et notre premier réflexe a été d'aller interviewer ceux qui ont reconstruit un territoire ou ceux qui sont encore en train de le faire. La question que nous leur avons posée est très simple. Qu'est-ce que l'on peut anticiper dès maintenant pour que les territoires sinistrés ne soient pas handicapés durablement? Vous voyez le vocable que j'utilise, convalescence, handicap. Nous sommes convaincus qu'il ne faut pas attendre la crise pour réagir, qu'il y a trop d'enjeux. Parce que qu'est-ce qui se passe pour un territoire sinistré? Ça va être la double peine. D'abord, il n'a pas de chance, il est dans une zone inondable, il a été touché par une catastrophe, par une inondation. Mais ensuite, il va être handicapé aussi par toute la longueur de la reconstruction. Parce que pendant que lui, il va mettre toute son énergie, ses finances, le budget de sa commune à se reconstruire, eh bien, les territoires voisins, eux, ils ne vont pas l'attendre, ils vont continuer à se développer, à attirer des entreprises et des habitants. Donc, c'est la double peine. Et ce qui nous intéresse, c'est justement donc ce qu'on peut anticiper pour que le territoire retrouve vite son attractivité. Et peut-être qu'il peut même se servir de cette période pour avoir encore plus d'attractivité. Et c'est là qu'on va parler de résilience, etc. Alors, l'atelier a pour objectif de suggérer à la fin de l'année une feuille de route. Simplement suggérer, nous, on est des associations nationales, donc notre rôle, c'est d'aller alerter, de donner des idées, mais on ne peut pas aller plus loin. On pourra peut-être piloter certains axes de travail, mais l'idée, c'est de créer une feuille de route à destination de tous les acteurs qui sont impliqués dans la reconstruction après une inondation. Et Marie-France l'a dit, il y a des acteurs au niveau national, au niveau local, mais également des acteurs au niveau national. Et ça, nous, on sera très vigilants au fait de ne pas laisser toujours le local prendre tout sur ses épaules. L'idée, c'est de chercher, de travailler sur les outils, les pratiques, les réglementations et surtout identifier les acteurs qui pourraient travailler dès l'année prochaine sur ces sujets. Et Marie, alors, je voulais revenir, quand le CEPRI, qui est associé à notre réflexion sur le mieux reconstruire, face à la catastrophe, hein, je rappelle que c'est le cadre, international de Sendai qui nous invite à travailler sur ce thème. Eh bien, quand le CEPRI nous a sollicités, nous a proposé de travailler sur l'anticipation de la reconstruction post-inondation, à la FPCNT, on a dit tout de suite «oui» et on a dit «oui» pour 3 raisons, en fait. La première raison, c'est que l'anticipation de la reconstruction post-catastrophe, c'est un champ qui reste à défricher, qui reste à clarifier. Il y a beaucoup à faire et c'est un champ nouveau pour les politiques publiques, comme pour l'action territoriale. Pour les 2, l'action territoriale que rappelait tout à l'heure Christian Kert, notre président, est très importante. Et l'inondation, si on parle d'inondation aujourd'hui, c'est parce que ça a toujours été le fer de lance de l'innovation dans la prévention des risques. Et donc, l'inondation a un rôle fort à jouer sur ce travail de réflexion sur, la reconstruction post-catastrophe. La deuxième raison, c'est qu'on a fait dans les dernières décennies, dans les dernières années, un gros travail pratique, sur la préparation à la crise. Tout le monde connaît les plans communaux de sauvegarde dans les collectivités. C'est des sujets, sur lesquels on a beaucoup avancé. On a récemment mis en place les plans intercommunaux de sauvegarde, donc c'est beaucoup de choses qui ont déjà été faites. Par contre, sur l'anticipation post-inondation, on n'a pas grand-chose aujourd'hui et donc la page est blanche et qui dit une page blanche, dit une page où il y a des choses à écrire, il y a des choses à faire, y compris au niveau très local, mais à tous les niveaux, comme le rappelait aussi Marie-France Beaufils tout à l'heure. Et la troisième raison pour terminer, c'est qu'en matière d'inondation, nous avons des retours d'expérience importants à exploiter
Monsieur le préfet est là d'ailleurs pour nous aider à le faire. Beaucoup de retours d'expérience à faire valoir, mais aussi nous avons des grands défis à relever face aux effets du changement climatique. Donc, en conclusion, nous sommes partis sans hésiter avec le CEPRI pour 1 an, pour réaliser cette étude socle dont nous avons tant besoin. Merci beaucoup Bernard. Alors nous sommes à mi-parcours de ce travail, et l'objectif de notre échange aujourd'hui est de partager avec toutes les personnes qu'on a déjà interviewées depuis le mois de janvier, vous allez voir, il y en a une trentaine, mais aussi avec d'autres experts de l'inondation qui sont ici aujourd'hui avec nous et également beaucoup en visio. Et l'idée, c'est de partager tout ça à mi-parcours pour mettre en débat et on compte sur vous. On vous donnera la parole à la salle et aux personnes qui sont en distance. On vous fera même travailler parce qu'il y a 2 petites séances d'écriture de mots qu'on va vous proposer. Et avant de passer à la table ronde et au débat de l'après-midi, on va prendre 1 heure avec donc Laure du CEPRI, Emma de la FPCNT, Emma, merci, Sarah Casserie de la FPCNT pour vous présenter le résultat des premières enquêtes, mais aussi notre cheminement. Et alors, je me remercie beaucoup donc les participants de la première séquence et je vous invite à écouter au moins le début de cette deuxième partie, mais surtout à revenir cet après-midi pour la table ronde. Oui, merci beaucoup. Alors, on va commencer la deuxième partie. J'ai retiré le micro là parce que c'était vraiment trop pénible. Je me serais plus à l'aise comme ça. On va commencer la deuxième partie de cette matinée et on vous demande d'accrocher vos ceintures parce qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. Alors, on va commencer par vous expliquer un petit peu ce qui nous est arrivé et le cheminement de ce travail. Quand on a commencé à travailler, on a cherché à interroger les acteurs de la reconstruction, on l'a dit tout à l'heure, mais on avait besoin d'identifier des territoires particulièrement touchés et qui ont dû se reconstruire. Donc du coup, on s'est posé la question, quels sont les territoires handicapés durablement par une inondation? Ça ne vous a pas échappé qu'on parle souvent des tempêtes, Alex, Xynthia, etc. Mais on parle, le focus sur le territoire n'est pas toujours bien fait. Donc nous, la question qui nous intéresse, c'est quels sont les territoires qui sont durablement impactés par une inondation? Et nos premières recherches sur internet nous ont donné des résultats, mais des résultats partiels. On sait que la couverture médiatique est très inégale. Là, je me tourne vers Sébastien Leroy. Il nous en a parlé et ça ne couvre pas tous les territoires. Comme on est des gens sérieux, on s'est plongé dans la base de données Gaspard qui recense tous les arrêtés CatNat, catastrophes naturelles. Mais c'était compliqué parce que les arrêtés CatNat, ils ne permettent pas de différencier les événements selon leur intensité et de savoir jusqu'à quel point un territoire a dû se reconstruire, hein. L'arrêté CatNat, il va donner quelques éléments, mais il va donner les coûts cumulés, mais il ne va pas donner les coûts pour chaque événement par commune. Donc, on s'est tourné vers la CCR, Caisse centrale de réassurance, qui a de nombreuses bases de données sur les événements en France et un système de classement des catastrophes. Alors, ils ont produit des cartes pour nous aider à cibler les territoires et là, il faut vraiment les remercier parce qu'ils ont fait un énorme travail et je vais appeler Lise Gonnetan de la CCR qui sera la petite voix d'aujourd'hui. Donc, Lise est notre petite voix et elle va nous expliquer comment elle a fait et ce qu'elle a trouvé. Lise, bonjour Lise. Peux-tu te présenter rapidement et nous expliquer ce que fait la CCR au service des collectivités? Parce que je crois que ce n'est pas assez connu. Oui, bonjour à tous. Déjà, merci au CEPRI de nous faire intervenir aujourd'hui durant cette journée. Donc du coup, je me présente rapidement. Je suis donc Lise Gonnetan, chargée de mission à la CCR au département prévention. Je ne vais pas vous faire un laïus sur les activités de la CCR, donc qui intervient dans le cadre du régime des catastrophes naturelles instauré par la loi de 1982.
Et donc on a 3 grands axes, de travaux, à la CCR qui sont, conserver la mémoire des catastrophes naturelles, analyser les causes et les conséquences des événements et également accompagner et dynamiser la prévention. Donc justement sur ce thème de la prévention, nous réalisons des travaux et des études en direction de différents acteurs. Donc, rapidement, nous avons 4 grandes catégories. L'État via une convention, signée, en fin 2021 entre la DGPR, la Direction générale de la prévention des risques du ministère de l'écologie et CCR. Les collectivités territoriales, donc, on peut faire des analyses ex post des dommages évités, mais également on met à disposition des modèles, notamment le modèle ruissellement via des conventions. Et on travaille, bien entendu, en direction de des assureurs, donc qui sont nos clients et également du grand public, via un portail, tout public. Rapidement sur les données que nous mobilisons, donc comme tu l'as dit Marie, nous avons un certain nombre de données assez conséquents sur les catastrophes naturelles, donc à la fois la sinistralité historique, donc ce qui s'est vraiment passé sur les territoires, donc à l'échelle, communale, sur les différents aléas, sécheresses, géotechniques, les inondations, submersions marines, séismes, donc mais également les cyclones, dans les territoires ultramarins. On a également tout un pan qui provient de la modélisation, donc c'est une modélisation à climat actuel et également à climat 2050, donc à climat futur. On utilise également ce qu'on appelle le portefeuille des assurés. Je j'ai pas fini, mais merci. Le portefeuille des assurés, donc qui provient des données des assureurs et également donc sur la prévention, des données sur les opérations du, FPRNM, donc le fonds Barnier. Merci beaucoup Lise. Tu restes avec nous s'il te plaît? Je suis là. Merci, parce qu'on va avoir besoin de toi. Mais avant de te donner la parole, on va se tourner, vers vous qui êtes présents dans la salle et aussi en visio. Alors pour, un petit travail d'écriture avec WooClap, on va essayer de vous demander: pouvez-vous citer un territoire qui a été pénalisé durablement par une inondation? Alors vous pouvez en citer plusieurs, n'hésitez pas. Il vous suffit de scanner le QR code ou alors vous allez sur wooclap.com et vous rentrez le code qui s'affiche en bas à droite de l'écran. Donc on va vous laisser 2-3 minutes pour faire l'exercice. Ah, on a un premier mot qui s'affiche. Des gens qui sont rapides. Allez, il faut rescanner. Ah, on a le va. Alors, on va vous donner le code, il est écrit en haut. Allez sur wooclap.com et utilisez le code FPSJYY. Ah, on voit pas mal de choses qui commencent à arriver. Il est donc wooclap.com, le code FPSJYY. C'est écrit en haut de l'écran pour ceux qui ne sont pas encore connectés. Il y en a qui sont au taquet quand même. Le Var. Le Var, grossit. L'Aude, attention. Donc vous avez compris, les mots s'affichent dans une taille qui est proportionnelle au nombre de personnes qui les citent. Ah, on a la faute. La Guadeloupe qui vient d'arriver. L'Aude qui prend vraiment, vraiment beaucoup d'importance par rapport aux autres. On a la vallée du Rhône aussi. Trèbes. Ah, ça commence à devenir, riche. La Saône. L'Aude est toujours à la première place. Suivi de près par le Var. Allez, encore, 5 secondes, parce qu'on a déjà pas mal de choses. Bon, mais c'est super. Merci beaucoup. Merci de votre contribution. Alors, c'est un résultat qui est très intéressant parce qu'on ne pensait pas que l'autre ressortirait, aussi fort par rapport à tout ce qui a été dit. On reconnaît quand même un certain nombre de territoires, mais je vais donner la parole à Lise pour qu'elle nous dise, ce qu'elle a trouvé elle de son côté, ce qu'elle pense aussi de ces résultats. Est-ce que ça correspond bien, à ce qu'elle a vu? Et d'abord, elle va nous donner quelques petits points méthodos. Lise, est-ce que tu peux revenir avec nous? Voilà, Oui. super, merci. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer, quelques petits points méthodos pour qu'on comprenne bien ce que tu vas les jolies cartes que tu vas nous montrer ensuite?
Oui, alors juste sur les résultats, c'est très intéressant. Donc on retrouve bien un peu le sud de la France là, donc dans les territoires que vous avez, pointés. Donc quelques points d'attention avant de vous montrer quelques cartes. Donc on a utilisé une classification, CCR qui porte sur la gravité des événements, qui est un critère, en fait, monétaire. Donc on a pris en compte, les événements graves qui ont coûté à l'échelle de l'événement plus de 200 millions d'euros. Donc il y a forcément d'autres critères qui pourraient être pris en compte. Celui-ci est tout à fait relatif, mais c'est celui qu'on a utilisé dans nos cartes et dans cette étude. Un autre point d'intention, assez important, c'est que ce prisme est à travers le régime CatNat. Donc qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'on prend en compte les indemnisations des biens qui sont couverts par un contrat d'assurance, que ce soit un bâti de particulier ou d'entreprise ou des bâtis de collectivité. Donc ce qu'on regarde, c'est la part qui est prise en charge par le régime CatNat, en dehors de la charge de la franchise définie par le contrat d'assurance et de la part qui est directement prise en charge par les assureurs. Ça ne prend pas en compte, les dommages aux infrastructures, par exemple les routes ou les ponts, et le coût bien sûr des vies humaines que la CCR n'évalue pas dans cette étude. Et on considère que les indemnisations CatNat représentent environ la moitié du coût réel des catastrophes, donc c'est un point important à souligner. Dernier point, ces données qu'on va vous présenter couvrent la période, 1982 jusqu'à 2019. C'est la période pour laquelle les données sont exhaustives et consolidées, donc on ne retrouvera pas, par exemple, la tempête Alex de 2020. Merci Lise. Alors oui, en effet, c'est un critère imparfait, mais au moins il a le mérite, d'exister et c'en est un. Il faudrait qu'on continue à travailler sur d'autres critères et en particulier cette prise en compte des vies humaines qui se fait beaucoup dans les autres territoires européens, mais pas assez, il nous semble, en France. Je referme la parenthèse. Alors ce qui nous intéresse, c'est de mettre en évidence des territoires, et donc on voit une jolie carte qui vient de s'afficher, une carte inédite. Est-ce que, tu peux nous la commenter? Oui, alors comme tu le dis, on a ressorti un peu nos données pour essayer de montrer des nouvelles choses. Donc là, c'est le périmètre des événements de gravité donc forte, donc plus de 200 millions d'indemnisations CatNat. On a 12 catastrophes sur le territoire métropolitain, donc ici, classées en fonction des années de survenance. On a également une petite, cartographie là en bas à droite sur les outre-mer. Cette fois-ci, on a pris en compte les événements, donc de type, cyclone ou ouragan et en abaissant le seuil de gravité aux événements moyens, donc entre 50 et 200 millions d'euros d'indemnisation. On a voulu quand même montrer, les territoires ultramarins, mais là, je vais plus m'attacher à la métropole pour commenter cette carte. Donc on voit qu'une large partie du territoire a été touchée par des événements de forte intensité, dont les événements portent sur des périmètres plus ou moins étendus. On a par exemple, 1995 ou 2003 qui portent sur des périmètres très larges, contrairement à 2015 ou 2018 dans le sud, qui sont vraiment des périmètres beaucoup plus restreints. Ce qu'on peut dire également, c'est que les catastrophes ne suivent pas de limites administratives. Il n'y a pas d'attache au département ou à la région. Et c'est également des catastrophes qui sont parfois non contiguës dans l'espace, par exemple 2016 qui touche le bassin parisien, mais aussi le sud-ouest sur la même année. Donc c'est une représentation nouvelle de ces catastrophes, parfois associées à des territoires plus restreints. En fait, la vision des médias ou les mémoires collectives, par exemple pour Xynthia, on pense tout de suite à la Vendée, mais en fait le périmètre de cette catastrophe est bien plus large. On peut ainsi appréhender différents territoires, des territoires qui ont été touchés plusieurs fois par des événements graves qui semblent, on pourrait dire, cumuler les catastrophes, par exemple l'Aude, des territoires qui sont anciennement touchés, mais qui n'ont pas connu ces dernières années d'autres événements de cette ampleur, par exemple la Bretagne, ce qui pose la question de la culture du risque sur ces territoires. Et on observe également un certain déplacement de la sinistralité avec des territoires nouvellement touchés, donc par exemple les Alpes-Maritimes. Alors, c'est tout ça, c'est très intéressant. Vous aviez compris que les couleurs correspondent aux années, des événements et on a mis des transparents justement pour pouvoir bien montrer la superposition. Ce que tu as dit sur les limites administratives est tout à fait vrai, mais et on le sait, c'est évident, mais ça c'est toujours intéressant de le montrer, hein, de toujours se rappeler que les choses ne sont pas, ne se limitent pas, ne s'arrêtent pas aux frontières, comme certains nuages. Alors si on zoome maintenant sur cette carte, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que tu peux nous Alors, montrer? On va oui, pas regarder toute la carte, mais juste 2-3 exemples. bien sûr, je vais vous montrer, 3 territoires. On va zoomer ensemble sur 3 territoires.
avec, pour chaque événement, la représentation des 10 communes qui ont été les plus impactées en termes de toujours d'indemnisation CatNat. Donc tout d'abord ici les Pyrénées, avec 2 événements qui touchent plusieurs vallées, mais toujours comme je l'ai dit tout à l'heure, qui dépassent les limites administratives, donc on peut supposer l'implication d'acteurs divers. Un second zoom, ça sera sur l'Aude, qui a été touché à plusieurs reprises sur la période étudiée. On a 2 années, pardon. Du coup 2018 et 1999, qui ont fortement touché les communes du département, mais ce ne sont pas les mêmes communes. On a des communes les plus sinistrées en 1999, c'est plus à l'est du département, autour de Narbonne, et à contrario, en 2018, c'était plus à l'ouest, sur Trèbes et Carcassonne. Enfin, Un dernier zoom dernier? sur les Dernier, merci. Alpes-Maritimes, bien sûr. Donc, comme pour l'Aude, on voit 3 catastrophes de gravité, forte qui ont endeuillé le territoire 2010, 2015 et 2019. Ce sont des périmètres différents pour ces 3 événements, donc des acteurs différents pour la reconstruction notamment. Et sur les communes les plus touchées cette fois-ci, sur le Var principalement en 2010, mais en 2015 et en 2019, on trouve pour partie les mêmes communes, Mandelieu-la-Napoule, forcément on va la citer, et Cannes également, qui sont en train de chercher comment se reconstruire. Bon et d'ailleurs cette question de la fréquence là dont tu es en train de parler, ça nous a interpellés parce que, c'est bien gentil de s'intéresser aux catastrophes graves, et exceptionnelles quelque part qui ont défrayé la chronique. Mais quid des communes pour lesquelles, le coût de la réassurance est inférieur à ton critère de 200 millions d'euros, mais qui sont, touchées, fréquemment? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce que Oui, en vous avez effet, trouvé ça donc dans vos bases? exactement, on a donc les événements graves, mais les événements entre 1982 et 2019, bien sûr, n'ont pas été de cette gravité. Les territoires, ils ont subi de nombreuses autres catastrophes. On a donc pris 2 autres critères en compte pour essayer de distinguer d'autres territoires. On a 2 nouveaux indicateurs, donc le nombre de catastrophes CatNat au titre des inondations depuis 1982 par commune. Un autre indicateur qui est le coût des inondations rapporté au nombre d'habitants, toujours par commune. Et on a ainsi croisé ces 2 indicateurs, donc pour faire ressortir les communes avec au moins 5 reconnaissances CatNat et dont le coût par habitant est supérieur à 1 000 €, ce qui nous donne les 1000, un peu plus de 1000 communes qui sont, présentées sur cette carte. Alors, on voit que la carte est très, très différente de l'autre, hein, c'est ça qui est intéressant, mais et on a l'impression qu'elle se superpose un peu quand même avec la carte précédente. Qu'est-ce que, En effet, donc ah bah, bah, voilà. voilà la superposition. Donc en bleu, on a repris l'ensemble des périmètres des catastrophes, d'intensité grave, donc c'est tout en bleu. Donc ça recoupe en partie, certaines communes à la fois qui appartiennent aux 2 types. Elles sont à la fois dans le périmètre des événements de gravité forte et dans les critères de reconnaissance et de coût par habitant. Mais si on va faire un petit effacement pour faire ressortir en fait les communes qui sont en dehors. Pardon, qui sont, qui ont plus de 5 reconnaissances CatNat et un coût par habitant assez élevé, mais qui sont en dehors de ce périmètre des événements graves. Voilà, ça c'est très important parce que ça c'est important aujourd'hui qu'on retienne qu'il y a les catastrophes graves, mais il y a aussi ces communes, hein, qui elles n'ont pas été touchées par un événement grave, mais qui sont touchées de façon récurrente et qu'elles aussi, elles sont handicapées durablement, par les catastrophes. Alors, si on regarde, je crois qu'il y a une carte après, une carte suivante. Voilà, alors merci beaucoup Lise, tu restes Merci à avec nous vous. bien sûr parce que, ça le reste du débat va t'intéresser. Alors, on a bien vu il faudrait me remontrer la carte, s'il vous plaît, merci. On a bien vu, on voit bien, dans les cartes Lise, les territoires que donc nous avons sélectionnés pour aller faire les enquêtes. Alors, en rouge, on a mis donc le premier type, les catastrophes, avec des éléments de gravité forte à très forte et puis en jaune, ces territoires impactés de façon plus fréquente avec des coûts plus faibles, mais quand même, où la fréquence apporte un handicap supplémentaire. Alors, nous sommes à mi-parcours, donc nous avons travaillé sur, principalement là pour le moment sur les enquêtes sur les points rouges et puis dans la suite de l'atelier, d'ici la fin de l'année, nous continuons, vers le reste. Parfait, très, très bien. Première difficulté levée qui est concernant l'événement, ses caractéristiques. Sauf que quand on a commencé à faire nos entretiens, une deuxième difficulté est apparue, c'est le vocabulaire utilisé par les différents acteurs. Et spécialement, on s'est rendu compte qu'il y a un quiproquo, des malentendus autour du mot de reconstruction. Et donc, Emma, qu'est-ce que tu peux
nous dire concernant ces petits quiproquos ou grands quiproquos? C'est bon? Ah oui, parfait. Alors, effectivement, on a pu constater qu'il y avait un quiproquo et que le terme de reconstruction, il évoquait pas nécessairement les mêmes choses selon les locuteurs et les acteurs qu'on a interrogés. Et à titre d'exemple, juste pour vous illustrer, lors d'un entretien avec, un acteur de la reconstruction post-Xynthia, quand, je lui ai demandé ce qui avait été reconstruit post-Xynthia, il m'a affirmé qu'il n'y avait pas eu de reconstruction, uniquement des déconstructions. Et pourtant, en fait, ne pas reconstruire et détruire ce qui a été endommagé, c'est déjà de la reconstruction, ça appartient déjà à cet ordre-là. Et en fait, cette anecdote, elle illustre le fait que souvent les acteurs, ils assimilent la reconstruction à sa seule dimension bâtimentaire, à la reconstruction d'infrastructures et à la construction en fait, physique. Et pourtant, la reconstruction, comme on l'a dit et comme l'a signalé monsieur Kert, en introduction, elle recouvre bien d'autres facettes et notamment la reconstruction des vies humaines, en fait, le relèvement, des populations sinistrées et c'est aussi, par exemple, le renforcement de certaines communautés d'acteurs et bien évidemment, comme ça le terme laisse l'entendre, c'est aussi la réparation des infrastructures qui ont pu être endommagées. Donc en fait, ce terme, il nous semble un peu limitant et peut-être qu'il mérite d'être questionné, en fait, aujourd'hui, puisqu'il est assez confus et c'est un postulat qui est assez partagé par, soit par les recherches universitaires qui ont été menées sur ce sujet ou, sur les centres d'expertise qui ont pu, également faire des recherches. Et donc la question aussi qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'on ne peut pas proposer un autre terme qui englobe davantage les dimensions socio-économiques de la reconstruction? Et pour ça, on peut vous proposer le terme de relèvement. C'est une sorte de traduction du terme recovery en anglais, qui est le terme qui, en fait, est le plus approprié pour parler de cette, phase post-crise. Et ce terme de relèvement, il nous paraît apporter le plus de souplesse, en fait, que le terme, strict de reconstruction et il englobe davantage donc ces dimensions socio-économiques qui s'opèrent dans cette phase. On pourrait peut-être même aller jusqu'à parler de recomposition territoriale si, cette phase, elle s'inscrit dans un projet structurant de territoire. Merci beaucoup Emma de nous proposer un nouveau mot, relèvement, mais je pense que certains acteurs dans la salle utilisent d'autres mots et donc on vous propose à nouveau le haut-cla pour nous faire part des mots utilisés. Donc, quel mot trouvez-vous le plus pertinent pour parler de la reconstruction? Vous avez le droit de citer le mot relèvement. Retour à la normale, très bien. Et donc, c'est des mots que vous nous proposez pour éventuellement qu'on remplace le mot reconstruction, puisqu'on a pointé un peu le quiproquo qu'il soulève et sa restriction au bâtimentaire uniquement. Relèvement, réédification, retour à la normale, redressement, recomposition, réhabilitation, redressement, réconciliation, régénération. Relèvement reste pour l'instant le réconciliation. Revitalisation. Redressement aussi. Renouveau aussi. Alors Emma, satisfaite? Oui, bah, c'est intéressant de voir qu'il y a une diversité de termes qui apparaît. Je vois notamment le terme de rétablissement ou le terme alors je l'ai perdu maintenant, de réhabilitation. Voilà, c'est intéressant de voir qu'il y a tout un tas de termes qui apparaissent, mais qu'effectivement le mot relèvement est celui qui a sans doute été, le plus cité. Et en fait,
je voudrais peut-être attirer l'attention sur le fait que tous ces termes, en vérité, ils reflètent pas les mêmes enjeux ni les mêmes temporalités. Je pense notamment aux termes de rétablissement et réhabilitation. Ils sont souvent associés, en fait, ils sont dans la post-crise, mais souvent dans une gestion d'urgence de la post-crise et c'est une question de temporalité, en fait, qu'on a pu, constater dans les entretiens puisque pour certains, plusieurs années après la catastrophe, en fait, cette phase de post-crise de reconstruction, elle n'a pas démarré alors même que, des actions ont été engagées sur les territoires. Alors que pour d'autres, la reconstruction, en fait, elle débute dès la réparation des infrastructures vitales et donc ce qu'on pourrait qualifier de réhabilitation ou de rétablissement. Et donc ces termes-là, en fait, ils reflètent pas les mêmes temporalités et ça nous invite à nous demander à quel moment le relèvement, donc puisqu'on parlera de relèvement à partir de maintenant, à partir de quel moment le relèvement d'un territoire, il commence et comment est-ce qu'on apprécie l'avancée de ce processus? Et quelles sont les différentes phases en fait qui vont, qui vont s'inscrire dans ce processus? Voilà et avant tout ça, en fait, au-delà de ce questionnement, on se demande s'il est peut-être pas essentiel de s'accorder sur un lexique et des définitions communes, puisqu'on voit bien qu'il y a tout un tas de termes qui apparaissent et est-ce qu'un préalable, en fait, à toute anticipation du relèvement ou de la reconstruction, comme on avait pu appeler cet atelier, c'est pas au final, de, se mettre d'accord sur un mot commun pour qualifier cette phase et pour effectivement formaliser comment se déroule le processus, de relèvement. Merci beaucoup, Emma, de pointer toutes ces problématiques qui vont être au cœur de nos travaux et qu'on a déjà amorcé avec nos entretiens. Merci Sarah Emma. Alors, c'est important hein, d'avoir un langage commun et c'est d'autant plus important que l'on interviewe des gens. Et maintenant, ce que vous attendiez avec impatience arrive, maintenant qu'on vous a expliqué les petits soucis qu'on a eus et comment on a cherché à les résoudre et comment je pense qu'on a bien avancé d'ailleurs dans cette résolution. On va vous raconter avec Laure et Emma qui reste aussi avec nous ce qu'on a entendu et quels sont les premiers résultats des enquêtes que nous avons menées. Je rappelle qu'on est à mi-parcours, donc on va continuer en parler. Alors, voici les entretiens que l'on a réalisés pour l'instant. Laure, combien ça fait? Alors, on est à une trentaine d'entretiens dans 5 territoires pour l'instant, donc les 5 rouges qui étaient sur la carte précédemment. Donc l'Aude, les Alpes-Maritimes, à la fois les vallées et le littoral qui nous accueille aujourd'hui, les Hautes-Pyrénées et la Charente-Vendée. Et on a aussi interviewé 2 experts, on pourrait dire, qui ont un regard voilà, d'experts. Alors, qu'est-ce qui ressort de ces entretiens? Alors, j'ai cru comprendre, d'après ce que vous nous avez raconté, qu'il y avait pas mal de consensus, mais aussi des points de divergence qui sont tout aussi intéressants que les consensus. Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, alors d'abord, toutes les réponses qu'on a obtenues peuvent se classifier en 3 catégories. On a entendu beaucoup de choses sur les financements, sur le réglementaire et les procédures et sur les acteurs et les organisations et l'organisation, pardon. Donc déjà sur la partie, acteurs et organisations, on a entendu qu'il était vraiment efficace d'avoir une équipe dédiée, voire même nécessaire selon les mots, d'acteurs des Hautes-Pyrénées. On nous a dit que parfois le choc des maires était tel que c'était d'autant plus nécessaire parce que leur capacité de décision pouvait être altérée par le choc. Et donc ça, c'est un système qui a été mis en place, que ce soit par les services de l'État, dans les Hautes-Pyrénées et dans l'Aude ou, par le département comme, dans les Alpes-Maritimes dans le cadre de la ROIA. On a aussi entendu que les maires avaient besoin d'être accompagnés, pour tout ça. Oui, parce que si on a une équipe dédiée, est-ce que ça veut dire que le maire se tourne les pouces? Alors non, parce que comme vous le savez, les maires et leurs équipes ont beaucoup de choses à gérer. On a entendu qu'ils avaient besoin d'être accompagnés. On a interviewé beaucoup d'acteurs de petites communes, rurales qui nous disaient de manquer de moyens en interne, moyens techniques pour, lancer un appel d'offres, rédiger un cahier des charges, demander des subventions et donc pour ça, il y avait besoin d'avoir réellement un accompagnement, technique, qui a pu prendre, plusieurs formes. Donc on a eu, un accompagnement avec pilotage dans les Hautes-Pyrénées, un accompagnement, technique dans l'Aude, d'autres, maires qui ont pu se sentir plus seuls dans d'autres puisque comme, on l'a dit depuis le début de cette journée, on n'a pas de règles. Donc à chaque fois, on réinvente, une organisation et donc voilà et on a aussi entendu que l'avantage, c'était de pouvoir avoir des techniciens proches du terrain, comme c'était le cas, dans les vallées des Alpes-Maritimes, pardon, où on a des acteurs, qui doivent nous suivre en vidéo, qui étant issus des vallées, et sont dans une équipe dédiée, peuvent, être très efficaces ou dans les Hautes-Pyrénées, aussi.
Mais, est-ce que ça veut dire que tous les maires sont d'accord sur la façon dont ils voudraient être accompagnés? Parce qu'il me semble, il y a encore quelques maires, là dans la salle, que, chaque, personne, chaque individu, chaque maire a une posture, peut avoir une posture différente et avoir des besoins différents? Alors oui, justement, on a entendu que certains, voulaient avoir des directives quand même et ne pas se retrouver seuls, mais en gardant un principe de subsidiarité. D'autres qui voulaient avoir, un accompagnement technique pour la partie, justement de demande de subvention et d'autres qui souhaiteraient avoir, un pilotage vraiment avec, des voilà, les directives, l'accompagnement, la cadence. Donc on a entendu, plusieurs choses. Alors, on comprend qu'il y a d'autres acteurs quand même, que les communes, puisqu'on a parlé tout à l'heure, des départements. Il y a les communautés de communes, il y a les différents services de l'État. On a la chance d'avoir encore avec nous notre préfet à la reconstruction, Xavier Pelletier. Ça fait beaucoup d'acteurs. Comment est-ce qu'ils peuvent travailler ensemble efficacement? Qu'est-ce qu'ils vous ont raconté là-dessus? Alors déjà, on nous a dit qu'effectivement la coordination, c'était souvent la clé. Je regarde madame Mathieu-Subia qui en parlera tout à l'heure. Donc c'est la clé. Il y a plusieurs, façons de fonctionner qui ont été mises en place. Donc, par exemple, à Mandelieu, des tables rondes avec, plusieurs acteurs autour d'un projet. Dans l'Aude, où on a associé tout le monde autour de projets de recomposition, pour, donc le SMAR, les communes, la LDT, ou même dans les Pyrénées où on avait des comités de financeurs, des réunions par secteur puisqu'on a divisé le territoire impacté en 7 secteurs et donc on pouvait être très efficace de cette façon-là. Et est-ce que, vous avez entendu des témoignages qui donnent les ingrédients ou la recette miracle pour se coordonner? Alors, la recette miracle, peut-être qu'on l'a pas encore, mais en tout cas, on a entendu que le fait d'avoir des relations de terrain, de travail et de confiance avant la crise, ça permettait au moment M de pas avoir à tout réinventer, à s'apprivoiser sur le moment et qu'en fait, c'était très précieux de pouvoir, en fait, se connaître et travailler ensemble, avant l'événement et donc pour ça, on a entendu que le turnover qu'il peut y avoir dans les services de l'État parfois pouvait être compliqué parce qu'il y a un maire dans l'autre qui nous a dit: «Je travaillais super bien avec la DTM, mais le jour où cette personne qui nous accompagnait est partie en pleine reconstruction, on a eu l'impression de devoir tout recommencer à zéro et du coup, on voit à quel point, voilà, ces relations, elles sont très importantes. Voilà. Merci beaucoup. Tout le monde parle des acteurs et de la gouvernance. Alors, je rajoute quelque chose, parce que j'ai aussi entendu et j'y pense maintenant qu'il était très important de définir une posture commune entre tous, c'est-à-dire, comme on me l'a dit dans les Hautes-Pyrénées, de se dire dès le début, avant de parler, aux administrés, «On va reconstruire ici, on va plus reconstruire là». Je crois que monsieur Pelletier aussi nous en a parlé, de se mettre d'accord, de définir une vision claire, qu'ensuite tout le monde puisse partager, qu'on puisse s'appuyer, que les collectivités puissent s'appuyer aussi sur cette posture-là et on a aussi entendu pour finir il était très important de partager les expériences entre les territoires touchés. On sait par exemple que, des maires, de l'Aude sont venus, à Mandelieu, que le maire de Mandelieu a été, voir, les maires de la Roya de la Vésubie pour leur, partager les expériences. Aussi que dans les Hautes-Pyrénées, on s'est appuyé sur l'expérience de la DD enfin des agents de la LDT qui avaient vécu les reconstructions, dans la Réunion et donc on voit comme ça qu'il y a un besoin et une nécessité de capitaliser l'expérience et c'est aussi d'ailleurs, un des buts de ce travail. Parfait. Donc, à pointer l'importance de la coordination entre les différents acteurs et de capitaliser la connaissance. Mais au-delà des acteurs, tout le monde sait que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc, c'est important de parler des dispositifs d'aide rencontrés lors des entretiens. On peut citer le Fonds de solidarité de l'Union européenne. Je ne sais pas, certains d'entre vous sont allés voir sur le site de l'Union européenne. Le quatrième pays bénéficiaire de ce fonds, c'est la France. Après l'Italie, l'Allemagne et la Croatie qui ont subi des événements majeurs, alors que la France est des événements régionaux. On peut aussi trouver la dotation de solidarité, le fonds Barnier, le fonds de calamité. Et donc, Emma, qu'est-ce que tu peux nous raconter de ces différentes aides? Alors on voit bien, on constate effectivement que les sources de financement pour, le relèvement sont diverses et il y a un consensus sur le fait qu'en fait, pour beaucoup d'acteurs et notamment pour les communes, elles peuvent pas porter et supporter financièrement le coût de la reconstruction. En tout cas, il y a une certaine limite à ça et heureusement, en fait, il existe toute cette myriade d'aides pour que, le relèvement puisse être financé.
Mais toutefois, en fait, ce qu'on a pu constater, c'est que beaucoup d'acteurs nous ont affirmé que la charge financière est restée encore trop importante, et c'est notamment le cas pour les communes. Et en effet, dans beaucoup de communes enquêtées, les acteurs nous ont raconté, en fait, les difficultés qu'ils avaient eues à avancer certains montants. Et c'est notamment le cas pour des montants comme le montant des intérêts des prêts intercalaires, les avances de TVA ou même l'avance des subventions, puisque les subventions, il faut les avancer. Et en fait, même une commune qui peut être accompagnée à 100% a des difficultés à faire face à ces coûts. Comment ces subventions, elles permettent tout de même d'aider les communautés à payer le reste à charge, non? Oui, oui, c'est exact, et il y a notamment la dotation de solidarité en faveur des collectivités, qui ont été sinistrées par un événement, climatique ou géologique, qui permet justement de réduire ce reste à charge pour, on pense, dans le cas, présent pour les communes, par exemple. Mais en fait, cette dotation de solidarité, elle a été quelque peu refondée, en 2016, et la circulaire de 2016, elle a beaucoup restreint le champ d'application, de cette dotation de solidarité, et elle exclut un certain nombre de biens. On peut notamment penser aux ports ou aux stades et terrains de sport ou aux cimetières, et en fait, ça, c'est un cas qu'ont rencontré certains acteurs dans les Alpes-Maritimes, où 2 cimetières ont été endommagés et détruits, et où en fait, il y a pas de aujourd'hui, il y a pas de subventions pour pouvoir avancer ces frais. Mais oui, et qui va être le sujet des débats pendant les tables rondes. Oui, parce que justement, il y a des divergences et des convergences qu'on a. Monsieur Pelletier. Non, mais juste un mot. Vous avez juste oublié dans les fonds que vous citiez, les crédits exceptionnels résilience qui ont été mobilisés par le gouvernement dans le cadre de la reconstruction post-Alex. C'est 150 millions d'euros quand même, c'est pas une plume. Et en l'occurrence, les cimetières que vous évoquiez, qui ont été en partie emportés, celui de Saint-Martin-Vésubie et celui de Saint-Dalmas de Tende, ont été pris en compte par ces crédits exceptionnels résilience. Donc l'État contribue à la reconstruction de ces cimetières. Alors non, puisque là, ce que vous avez dit, oui, mais en l'occurrence, on a trouvé le moyen de, substituer la dotation, voilà, sur des crédits exceptionnels qui permettent justement d'envisager en plus cette reconstruction de manière résiliente, ce qui est important. La dotation de solidarité a ce talon d'Achille, que c'est un dispositif de type assurantiel qui reconstruit sur, le principe de la reconstruction à l'identique, voilà. Alors Xavier, il faut vraiment rester avec nous pendant tout le temps, hein, pour éviter qu'on oublie des choses, mais tu as d'autant plus raison que c'est quelque chose d'assez innovant, cette question de la résilience, les crédits résilience, et on aura l'occasion cet après-midi d'en reparler. Mais par contre, il faut quand même admettre que beaucoup les autres territoires n'y ont pas eu droit. Voilà, et là, on essaie vraiment d'avoir une vision globale sur l'ensemble des territoires. Mais c'était bien de le dire maintenant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et peut-être pour terminer avec le financement, de parler un peu du fameux fonds Barnier. Oui, donc en fait, oui. J'allais détailler sur la dotation de solidarité, mais OK, pas de souci. Donc sur la dotation de solidarité, effectivement, comme l'a dit monsieur Pelletier. Ah, OK. Et ça prévoit une reconstruction à l'identique, donc effectivement, ça permet pas aujourd'hui d'intégrer des enjeux de résilience et de durabilité qu'on se doit d'intégrer, en fait. Et au-delà de ça, il y a aussi des limites, sur le financement qui ont été mis en avant par les enquêtes. C'est notamment l'évaluation des dommages, dont les délais sont souvent trop rapides, puisqu'en fait, il faut transmettre, ces demandes de subvention à l'État dans un délai de 2 mois suivant l'événement. Ce qui veut dire il faut réaliser, en fait, l'évaluation des dommages dans les 2 mois, ce qui peut être très compliqué pour des catastrophes qui peuvent être, fortes et qui peuvent impacter un périmètre assez large. Et ça, c'est une chose qu'on nous a dit dans l'Aude en 2018, où les acteurs ont dû avoir recours à des équipes des départements limitrophes pour pouvoir assurer cette seule mission, en fait, de l'évaluation des dommages. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que, les financements aujourd'hui, le montant, des subventions, il est plafonné, ce qui reste une difficulté, en fait, pour de nombreuses collectivités, et c'est plafonné selon le montant de l'impact au regard du budget total de la collectivité. Et ça, c'est effectivement, vous l'avez dit, monsieur Pelletier, vous avez pu chercher des crédits de résilience exceptionnels, mais en vérité, c'est pas le cas pour tous les territoires sinistrés, et ça reste une situation d'ordre exceptionnel, effectivement.
Et donc Merci, Emma. oui, Et et donc donc le sur le fonds fonds Barnier. Barnier, effectivement, donc c'est une source de financement qui reste importante aujourd'hui, notamment pour tout ce qui va être acquisition et démolition, suite à une catastrophe. C'est un dispositif qui marche et qui est, facilement mobilisable, dans certains cas, mais certains acteurs nous ont dit que, pour eux, il avait été compliqué de le mobiliser car il serait concentré, en fait, dans certaines zones. Et au-delà de ça, donc de cette question de mobilisation, il y a aussi le fait que le fonds Barnier aujourd'hui, il prend en charge seulement certains équipements, enfin seulement certains bâtiments, comme, les habitations des particuliers, mais il exclut en fait tout ce qui va être annexe ou dépendance. Et ça aussi, ça pose des questions dans les territoires qu'on a pu interroger, puisque ça veut dire que c'est des bâtiments qui restent à la charge souvent des communes. Alors, merci Emma. Alors, à t'écouter, on comprend qu'il existe beaucoup de leviers de financement et on voit qu'il y a des innovations aussi qui permettent d'en trouver d'autres. Et il faut que ça ne reste pas exceptionnel, mais on en reparlera. Mais il me semble qu'on a aussi entendu dans ces enquêtes bon, qu'il était. Alors, on a vu que tu viens de dire que ces leviers de financement étaient difficiles à obtenir. Mais il me semble que, vous avez aussi vu du côté des procédures et de la réglementation qu'il y avait, des difficultés administratives. Alors, est-ce que tu veux nous en parler justement? Oui, alors ce qu'on a entendu, c'est que les procédures administratives étaient, généralement, je mets des guillemets, trop longues et trop lourdes dans le droit commun. Donc on a plusieurs exemples. Par exemple, donc, le temps d'instruction des autorisations environnementales, les mesures compensatoires qui sont demandées, le volet environnemental de la loi montagne et même les acquisitions, dans le cadre du fonds Barnier. On a tout de même une procédure d'urgence, de 18 mois. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que le jour J où on passe de la procédure d'urgence au droit commun, bah, ça arrive trop tôt et qu'on n'a pas le temps dans ces 18 mois de lancer tous les projets de réaménagement et de reconstruction qu'on devait lancer et que donc on ne peut pas réellement profiter pleinement de cette procédure puisque on sait, que le temps de monter les dossiers et de faire les études, c'est très, très long. Voilà. On entend aussi qu'on a pour, prolonger sur le foncier, que l'acquisition, elle est longue et complexe. Aujourd'hui, post-Xynthia, 13 ans plus tard, on est toujours en train de continuer des rachats. On sait aussi que dans l'Aude, c'est très long, et donc ça, on se rend bien compte que les habitants ne veulent pas partir. Ce qu'on a entendu, c'est que la façon, la plus efficace pour pouvoir acheter du foncier, c'est d'être très réactif. Tant que les gens sont encore sous le choc parce on sait tous qu'on peut oublier avec le temps qui passe parce qu'on sûrement on veut oublier. Donc il faut agir vite et quand c'est pas le cas, ben on a des procédures qui traînent. Il faut passer avec des déclarations d'utilité publique et on voit même dans l'autre qu'on a des habitants qui ont lancé des recours contre ces déclarations d'utilité publique. Donc voilà, ça peut être très long et très complexe et freiner donc les projets de réaménagement qui pourraient être faits, derrière. On voit que les procédures, le temps administratif, il n'est pas tout à fait compatible avec le temps psychologique, c'est difficile de les faire, coïncider. Est-ce que vous avez entendu d'autres consensus, dans ces enquêtes sur la question réglementaire? Oui, on a entendu un dernier consensus qui est qu'il est parfois difficile de faire la part des choses entre des directives, et des lois, qui seraient contradictoires. Alors pour citer le cas de Mandelieu, on nous a parlé de l'obligation de construire des logements dans un territoire qui est en zone inondable où du coup on ne voudrait pas construire. On nous a parlé de la volonté d'effacer, les seuils, de renaturer les cours d'eau alors que dans le même temps il faudrait produire de l'hydroélectricité et donc, créer des seuils. Et puis aussi évidemment le fait d'afficher une volonté de résilience quand on a des dispositifs qui pointent la reconstruction identique. Donc ça, c'est des directives qui peuvent être contradictoires et avec lesquelles il faut, faire, Alors je vois que Sébastien Larent te regarde et a très envie d'intervenir. Sébastien, c'est tout à l'heure, à la table ronde. Mais on compte bien sur, ton intervention sur ces sujets. Alors merci beaucoup, Emma et Laure, c'était très riche. Les premiers résultats de cette enquête vont être déposés sur le blog que l'on a donc, constitué à l'occasion. C'est un blog qui s'appelle tout simplement «Anticiper la reconstruction» et bien sûr nous relierons et ferons valider par les acteurs interviewés tout ce qui sera mis,
sur le blog avant qu'il se soit en ligne. N'hésitez pas tous ceux qui sont présents et ceux qui sont en vidéo avec nous, à aller consulter ce blog au fur et à mesure jusqu'à la fin de l'année, puis il restera bien sûr, mais on l'alimentera au fur et à mesure et vous avez un espace de parole, vous pourrez donner votre avis, nous donner des informations. On a aussi besoin d'informations qui viennent du terrain. Alors, avant de vous laisser tous reprendre des forces et d'aller au buffet avant le grand débat de l'après-midi, on voulait vous partager rapidement ce qui nous a aussi étonnés et les questions que tout ça nous ont posées. Parce qu'au-delà de la restitution, bah, nous, ça nous a titillé. Il y a quelques sujets qui nous ont fait réfléchir. Emma, est-ce que tu peux nous en donner quelques-unes? Oui, alors il y a de nombreuses questions qui restent effectivement en suspens et parmi elles, il y a cette idée d'un manuel de la reconstruction. Est-ce que, en fait, on constate qu'il y a eu de nombreuses expériences de reconstruction ou de relèvement, comme on l'a dit, précédemment, et qu'il y a de plus en plus d'universitaires, de centres d'expertise ou même d'acteurs institutionnels, pardon, qui font aujourd'hui des retours d'expérience. Et donc, est-ce qu'on n'est pas, assez mûr? Est-ce qu'on ne pourrait pas s'appuyer sur ces expériences pour aujourd'hui formaliser un manuel de la reconstruction? Est-ce qu'il n'est pas possible de réfléchir dès maintenant à une boîte à outils qui référencerait à la fois les initiatives et les bonnes pratiques sur la reconstruction? Toutefois, ce manuel, je pense qu'il faut attirer l'attention sur le fait qu'il doit prendre garde à garder, une certaine, souplesse, que ce cadre ne doit pas être non plus trop rigide. Parce qu'il y a 2 points qui nous paraissent un peu importants à mettre en avant. C'est le fait que déjà, le relèvement, il est aussi fonction de la spécificité des territoires. Que cette spécificité, elle soit démographique, géographique ou culturelle ou même des questions de gouvernance. Et en fait, on pourrait dire qu'il y a autant d'expériences de reconstruction que, de territoires qui se sont engagés dans ces expériences. Et par ailleurs, au-delà de ça, il y a aussi le fait que le risque inondation, il est multiple et il ne se traduit pas non plus de la même façon dans l'ensemble des territoires français. Donc, en fait, comment proposer un canevas à l'ensemble des territoires tout en tenant compte de ces spécificités? Au-delà de ça, le fait de garder de la souplesse, ça nous paraît aussi important parce qu'on a constaté à travers les entretiens l'existence d'un certain nombre de d'arrangements et de négociations par rapport à la norme. Et ça, par exemple, c'est ce que disait Laure sur le fait que ce soit important qu'en fait, que les acteurs se connaissent avant l'arrivée de l'événement. Et ça, en fait, ça permet, que, les acteurs puissent dialoguer en dehors des cadres officiels, on va dire, de dialogue qui existent. Et ça, c'est donc un exemple de négociation et d'arrangement par rapport à la norme. Et au-delà de ça, ça s'illustre aussi par la capacité, qu'ont certains acteurs à pouvoir, négocier, et déroger à certaines règles de droit. Et ces pratiques, en fait, on pourrait peut-être les qualifier d'informelles, et elles permettent notamment d'aller plus vite et d'être plus efficaces dans le processus de relèvement. Et c'est aussi donc des solutions face à des situations qui autrement pourraient être bloquantes. Et donc ça nous paraît important en fait de rester souple puisque, il faudrait donc, sinon autrement, brider en fait ces pratiques informelles. Donc la question c'est comment réglementer et anticiper tout en laissant suffisamment de place à ces pratiques informelles qui ont aujourd'hui toute leur importance dans le processus de relèvement et comment trouver en fait un juste milieu entre réglementation et souplesse? Alors tout ça, ce sont des questions, hein, et on les partage avec vous et comme on va bientôt vous donner tous, la parole dans la salle et aussi en visio, hein, n'hésitez pas à écrire dans le chat parce qu'on est en train de noter toutes vos questions. On fait du brainstorming, hein, donc ce qu'on est en train de dire n'a pas valeur, ne fait pas foi, pas encore. Laure, d'autres questions? Oui. Emma, tu en avais encore? Oui, Vas-y. j'en ai encore quelques-unes. Donc en fait, toujours sur cette idée de réglementation, en fait, il y a ces idées de comment se préparer en fait en tant que collectivité à la reconstruction, notamment dans un contexte où en fait on a pu constater toute l'importance de l'échelon national dans ces processus de relèvement et on est aussi dans un contexte où en fait le rôle des collectivités a de plus en plus d'importance, notamment depuis les lois de décentralisation. Donc en fait, la question c'est comment se préparer en tant que collectivité. Comment, anticiper? Quel est ou quel doit être le rôle d'une collectivité aujourd'hui dans ce processus? Et comment se coordonner et coopérer avec les différents échelons qui existent? Puisqu'on a pu constater qu'il y a une myriade d'acteurs qui intervenaient aujourd'hui. Au-delà de ça, donc il y a cette question du comment apprendre et s'inspirer des leçons tirées dans les autres territoires. Alors ensuite, les autres questions qu'on a sur le plan réglementaire, par exemple, c'est comment donc, comme l'a amorcé Emma, comment on peut adapter
des dispositifs réglementaires qui aujourd'hui ne prennent pas en compte le temps long de la reconstruction. Comme je vous le disais, on passe de l'urgence au droit commun sans période qui existe entre deux, alors qu'on sait très bien que quand on n'est plus en période de crise, on n'est pas non plus 1 an ou 2 ans plus tard en période dite normale. Donc, ça, c'est une première question. Comment on prend en compte ce temps long qui, au vu de ce qu'on a entendu, dure de très longues années? La convalescence. Là, c'est exactement ça, c'est un état de convalescence. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à inventer là-dessus, hein, des règles spéciales pour cette convalescence? Voilà, c'est des questions qu'on se pose. Voilà, après, une autre question qu'on a aussi déjà amorcée, c'est comment est-ce qu'on peut reconstruire un territoire en mieux quand l'ensemble des dispositifs aujourd'hui portent une reconstruction à l'identique, en tout cas amènent à agir de la sorte. Et puis la dernière question, vu qu'on a beaucoup parlé de fonds Barnier, c'est pour l'instant, on a étudié surtout les territoires ruraux ou des urbains, mais pas des grandes métropoles. Et donc, on se demande, dans le cas de grands bassins versants ou de grandes métropoles, comment ça pourrait fonctionner avec le fonds Barnier? Quelles seraient les limites? Est-ce que ça suffirait? C'est des questions là, que ça a amené à nous poser. Et puis, pour finir, les dernières questions sur vraiment l'articulation de tous les acteurs. On voit que pour l'instant, on voit que les relations de terrain, elles sont cruciales et on se demande comment on pourrait les conforter, vu qu'on a entendu que souvent, c'était ça qui était un levier. Comment on pourrait conforter ça, préparer les relations, travailler plus ensemble et puis comment avoir les bonnes personnes aux bons endroits, c'est-à-dire les personnes qui ont les compétences techniques, qui connaissent le territoire, qui savent travailler avec les différents acteurs. Et donc, voilà, ça, c'est les différentes questions qu'on s'est posées, voilà, et qu'on vous pose aussi.